Watoko Foot, Timoisine, Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, dans l'actualité, un des grands événements footballistiques de l'année, la finale de la Coupe de France régionale. Comment un tel événement s'organise en termes de logistique et de sécurité? Qui du FCM ou du FCL l'emportera? Pour nous en parler ce soir, la rédaction accueille le directeur de la Ligue de football de Mayotte, Aurélien Timba Elombo. Dans l'actualité également, les parents d'élèves qui se mobilisent pendant ces vacances concernant les rythmes scolaires afin de mettre en place des actions pour la rentrée. Quelles sont ces actions? Éléments de réponse à la fin de ce journal avec les membres de l'association. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 13 octobre. J-2 avant la grande finale de la Coupe de France régionale. Le football club de Mtsapéré affrontera l'Abattoir samedi sur le terrain synthétique de Bandraboa. Les deux équipes, plus motivées que jamais, s'entraînent intensivement afin d'offrir un spectacle qui ravira tous les amoureux du ballon rond. Reportage. Aujourd'hui, le conseil départemental a organisé une journée consacrée à l'environnement. Le but était d'instaurer un dialogue entre les acteurs du secteur, les institutionnels et la population. Ainsi, les Mahorais ont pu poser directement leurs questions aux acteurs concernés. Et la problématique qui en est ressortie a été celle de la concrétisation des projets. Samedi dernier, l'association de Mangajou d'action socio-éducative a organisé pour la deuxième fois son concours d'orthographe. Les élèves de 6e des collèges de Sada, de Chiconi et de Tingoni se sont affrontés devant un public venu en masse. Retour sur un événement réussi qui permet un apprentissage ludique de l'orthographe. Et J-2 avant la grande finale de la Coupe de France régionale, tous les amoureux du ballon rond devraient ainsi prendre la direction de Bandraboa. Le football club de Mtsapéré va affronter le football club de l'Abattoir. Une finale qui promet entre les deux équipes qui comptent sur ce match pour sauver leur saison. Mardi, le FCM s'est entraîné sur le terrain synthétique de Bandraboa, suivi le lendemain par le FCL qui souhaitait son tour tâter la pelouse avant le grand match. Nous avons pu suivre ces deux entraînements en exclusivité afin de prendre le pouls des deux équipes avant le jour J. C'est un sujet signé de Nzena Studio, Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Les deux équipes touchent au but. Ce samedi, la grande finale de la Coupe régionale de France se jouera au stade synthétique de Bandraboa. À l'approche de la rencontre, les deux équipes se sont rendues dans le nord afin d'appréhender la pelouse synthétique qui diffère de la pelouse naturelle. Depuis toujours, on joue sur des terrains minables. Donc là, on vient tester le terrain, prendre nos repères. Donc c'était nécessaire qu'on vienne s'habituer, tu vois, surtout les joueurs qui jouent là. Tu vois. Championnat perdu pour les Mtsapérois, montée loin d'être acquise pour le FCL. Les deux équipes se tournent désormais vers la Coupe pour sauver leur saison. Il faut dire que cette Coupe de France régionale constitue un objectif de premier ordre pour les deux clubs. J'espère que l'équipe peut encore monter, mais là je regarde d'abord la Coupe. Ça ne sera pas le cas comme c'était l'année dernière. L'année dernière, on s'est focalisé beaucoup plus sur le championnat. Mais cette fois-ci, on regarde la coupe aussi. FCM se doit, et les joueurs qui sont là sont conscients, que nous devons jouer l'ensemble des compétitions pour les gagner. Cette année, nous avons l'opportunité de jouer la finale de la Coupe régionale de France. C'est un objectif, comme le championnat est un objectif. Aujourd'hui, nous sommes mardi. La finale de la Coupe de France a lieu ce samedi. L'objectif principal, c'est de la gagner, tout simplement. On n'a pas réussi à gagner le championnat, mais on se concentre aujourd'hui, on se remet à travailler toute la semaine pour gagner la Coupe de France, qui est bien évidemment le trophée phare de la saison et de tous les clubs à Mayotte, donc d'FCM. Du côté du FCM, si beaucoup les annoncent déjà comme favoris, eux refusent catégoriquement d'être propulsés dans cette peau. En effet, ils savent pertinemment que quelle que soit l'équipe, cette finale se doit d'être jouée pour être gagnée. Une finale, il n'y a pas de favori. Vous voyez bien que même les équipes favorites, des fois, elles perdent des matchs. Donc, au final, il n'y a pas de favori. Des fois, une petite équipe peut battre une grande équipe. Donc, sur un match, tout peut arriver. Nous nous préparons pour jouer cette finale correctement. Et les joueurs, le coach, les dirigeants sont très concentrés
pour bien préparer cette finale et venir la jouer correctement avec le respect que nous devons au football, à l'adversaire. Donc l'histoire de favoris, d'outsiders, c'est une affaire d'observateurs et de commentateurs. Ça, nous n'avons pas en tête. Nous n'avons pas ça en tête. Les deux équipes promettent un grand spectacle et vont donner tout ce qu'elles ont pour lever le trophée dans 2 jours. Je sais que FCM et aussi ils jouent le bon football et nous aussi on va représenter du bon football parce que notre philosophie c'est jouer le football et vous allez voir le bon football. Il y a beaucoup de confusion et c'est les gens qui vont voir qui le mérite. Et on est en train de peaufiner lors des dernières séances, donc toute la semaine, nous allons continuer la préparation pour arriver tranquillement et sereinement au match de samedi. Donc je peux dire que FCM est prêt aujourd'hui à faire ce match samedi. Rendez-vous est pris samedi après-midi 15h à Bandrabois pour une finale qui, quelle qu'en soit l'issue, promet de ravir tous les amoureux du ballon rond. Et vous l'aurez compris, samedi aura donc lieu cette super finale. Je vous le disais en titre, ce soir, nous accueillons Aurélien Timba et Lombo. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Vous êtes le directeur de la Ligue de football de Mayotte. À J-2 de l'événement, comment vous sentez-vous ? Bien, et puis impatient aussi, parce que on a le match de l'organisation à jouer. C'est-à-dire que autant les gens attendent que le spectacle sur le terrain soit parfait, autant nous, à l'extérieur du terrain, on doit tout mettre en œuvre pour que ce soit parfait sur le terrain. Et justement, j'allais y venir. On le sait, à Mayotte, organiser des événements populaires, ça devient compliqué. On pense à Battle of the Year ou encore la course de pneus qui se sont terminées dans des violences. Quel était le défi, justement, de cette organisation ? Le défi, Isabelle, c'est surtout de mettre tout le monde dans de bonnes conditions. La victoire de la Ligue, c'est que chacun puisse rentrer chez soi ou chez lui le soir, sans embûches, sans bobo et en ayant pris du plaisir. On le voit derrière nous, des plans. Des plans, ça se passe à Bandrabois et toute l'organisation a vraiment l'accent a été mis sur l'organisation et que tout se passe véritablement bien. Tout à fait. Donc si là notamment vous voyez que même les accès au stade ont été étudiés. Tout a été pensé. Donc il y a les deux équipes ne rentrent pas par le même endroit. Donc théoriquement les deux groupes de supporters ne devraient pas se croiser. D'accord. Donc il n'y a pas de hasard. Et puis juste l'image d'avant, on voyait aussi que même au niveau parking, tout est calé pour qu'il y ait un maximum de sécurité. Donc toutes les du moins au niveau le parking à l'entrée du village va accueillir tous les bus de supporters, les différents véhicules de personnes et puis les officiels, notamment les joueurs et les délégations restreintes vont se garer à proximité du terrain. Cette finale qui se fera affronter FCL contre FCM, Grande Terre contre Petite Terre, est-ce que le choix de Bandrabois est un hasard ? Parce qu'on sait que c'est un terrain synthétique, nos joueurs n'ont peut-être pas l'habitude de jouer sur ce genre de terrain. C'est justement parce que, je commence par la fin, c'est justement Isabelle parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer sur ces surfaces-là, que nous au niveau de la Ligue, on a saisi la mairie en demandant d'ouvrir des créneaux d'entraînement pour les deux équipes et pour le vainqueur pour sa préparation pour partir au 7e tour. Après, sur le choix du terrain, la Ligue, sur toutes les manifestations depuis 2 ans maintenant, on fait des appels à candidature. Ça veut dire que toutes les communes peuvent y répondre. La commune de Bandrabois y a répondu favorablement et on dit merci encore à monsieur le maire pour cet acte de confiance et on espère que ce sera une belle fête. La mairie de Bandrabois a répondu favorablement, vous venez de le dire. Est-ce que c'est parce que ce terrain est jeune, il a 2 ans pour mémoire ? La mairie... Et qu'il est équipé au niveau de la sécurité ? Il y a l'aspect sécurité, mais il y a aussi une volonté de monsieur le maire de recevoir, d'accueillir cet événement à Bandrabois. Donc le terrain peut être exceptionnel. Si on ne veut pas nous accueillir, on ne pourra pas y aller. Effectivement, le fait que ce soit jeune ou pas jeune, je ne pense pas que ça joue réellement. Mais du fait que la surface soit agréable, ça va donc permettre une belle fête. Et c'est pour ça que nous, on a mis aussi les U18 en levée de rideau pour que tout le monde participe à la fête
et que ce soit un jour de fête pour notre football. Aspect financier maintenant, quels sont les moyens alloués pour ce grand événement ? Quels ont été les moyens alloués ? Les moyens sont forcément énormes à tout point de vue. Et là aussi, on a des partenaires. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres, Ouais. ce serait un peu indécent. Et là, on a aussi la mairie qui nous accompagne sur, faut le dire, nous accompagne sur les aspects financiers parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en charge. On a des partenaires aussi, comme une belle association, Fahamo Maïcha, qui nous accompagne sur la réalisation de l'événement avec les animations, la mise en place d'un stand pour aider les jeunes à lutter contre les addictions. Donc ça va vraiment être un bon moment de football. La ministre de l'Outre-mer, Erika Bareidt, était ici sur le département il y a 2 semaines. Elle a fait des annonces concernant le redéploiement de financement pour les équipements sportifs. Est-ce que la Ligue a un rôle à jouer dans l'accompagnement des communes notamment ? La Ligue a forcément un rôle à jouer dans la mesure où il y a aussi des dispositifs d'aide au niveau fédéral. D'accord. Ça veut dire que autant on peut avoir une subvention au niveau du conseil départemental, autant il peut y avoir aussi des subventions au niveau fédéral. Et nous, on a un rôle de conseil, d'accompagnement D'accord. et aussi de support. Et à côté de ça, il faut aussi qu'on soit en capacité d'arbitrer un peu en disant, voilà, ce club est sérieux, on peut donc se porter garant. Et c'est d'ailleurs tous les dossiers étudiés sur le plan fédéral à Paris passent d'abord par la Ligue pour que le président y mette un avis favorable ou défavorable. Si c'est favorable, c'est étudié directement là-bas. Ce soir, vous êtes venu avec un maillot particulier. Ce n'est ni le maillot du FCL ou du FCM. Que représente ce maillot ? Ce maillot représente le maillot de la 100e édition de la Coupe de France. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, on a eu la chance aussi cette année... Vous pouvez le montrer. Ouais. On a eu la chance aussi... On voit bien 100e édition. Voilà, on a eu la chance aussi cette année que la fédération ait validé une demande qu'avait faite le président de la Ligue pour que les équipes mahoraises puissent bénéficier aussi d'une dotation en Coupe de France. Donc j'espère que ça va marquer les esprits, que nos jeunes sportifs, parce que là aussi, les U18 également auront ce maillot, donc ils vont jouer, alors que c'est une dotation qui ne leur était pas destinée, mais pour que la fête soit belle et que tout le monde y participe, les 4 équipes finalistes ont déjà un cadeau avant même d'avoir foulé la pelouse. En conclusion, très rapidement, le gagnant, où ira-t-il ? Le gagnant participera donc au 7e tour en métropole, puisque nous, on n'a pas encore les structures adéquates pour pouvoir accueillir une rencontre du 7e tour. On espère que ça se fera l'année prochaine avec notre super stade de Cavani peut-être fini. Et puis, si je peux me permettre, c'est simplement de dire aux gens de venir en masse, mais à partir de 13h, parce qu'il y a un match en levée de rideau qui est tout aussi important, si ce n'est plus important que celui d'après, pour encourager nos jeunes, parce que c'est l'avenir du football mahorais de demain. Merci beaucoup Aurélien pour votre intervention. Le rendez-vous est pris samedi, donc rendez-vous à 13h à Bandrabois. Sans transition maintenant, politique à présent, l'heure du bilan a sonné ce matin pour le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Après 5 ans de mandat et à moins d'1 an des échéances électorales de 2017, le parlementaire souhaitait rendre compte de son travail et des chantiers entamés depuis sa prise de fonction. Et celui qui a été élu personnalité préférée des Mahorais selon un sondage de nos confrères de Mayotte Hebdo n'a pas chômé durant ces 5 dernières années. Il est même l'un des sénateurs les plus prolifiques de France. Zoom sur le bilan parlementaire de Thani Mohamed Soilihi dans ce reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. 8 interventions en séance, 13 en commission, de nombreuses questions au gouvernement, des courriers, des rapports, des missions. Thani Mohamed Soilihi n'a pas chômé au cours de cette année parlementaire. Le sénateur s'est engagé sur tous les fronts, avec un cheval de bataille prioritaire, la problématique foncière. C'était pour rappeler aux journalistes et par voie indirecte à la population l'activité parlementaire qui a été la mienne, avec des amendements, avec des interventions en hémicycle. Malgré tout, je pense que le point d'orgue de cette année, c'est encore une fois le foncier. Le foncier qu'il faudra boucler comme chantier, définitivement. C'est la base de tout et c'est la condition de beaucoup d'autres
réformes, de beaucoup d'autres avancées telles que la fiscalité. Donc voilà, c'est le point sur lequel j'insisterai, mais il y en a d'autres qui sont dans mon rapport d'activité. Les combats sont en effet nombreux et le sénateur s'est engagé dans bien des domaines, même si le social semble aujourd'hui indispensable au développement de l'île. Il y a le social. Je vous rappelle les annonces qu'il y a eu lors de la visite de la ministre des Outre-mer récemment, mais toutes ces enveloppes sont vaines, ne serviraient à rien si des projets concrets, si des dispositifs concrets ne sont pas construits derrière pour consommer ces fonds. Ce jeu de toujours demander plus, il peut être légitime. Cependant, avec ce qu'il y a déjà, il faut savoir comment concrètement on va consommer tous ces fonds, notamment en matière sociale. En effet, à l'image des fonds européens disponibles mais non consommés, faute de dossiers bien ficelés, l'argent doit être mieux utilisé à Mayotte. Le sénateur l'a rappelé, même s'il sait ô combien les attentes sont nombreuses et l'impatience grandissante à Mayotte. Les Mahorais sont en attente d'énormément de choses et c'est légitime. Maintenant, cette île ne se construira pas en un jour, en un mandat, mais après l'avènement de la départementalisation qui n'a pas apporté que du positif, il faudra construire patiemment, même s'il y a des choses qui ne voudront pas attendre, qui n'attendent pas. Mais c'est toute une phase de construction qui s'annonce pour les décennies à venir. Une phase de construction à laquelle le sénateur prend part depuis 5 ans. Dans moins d'un an, il devrait être candidat à sa propre réélection afin de poursuivre sa mission parlementaire. Environnement à présent, tout le monde le sait, de nombreuses problématiques se posent à Mayotte en termes d'écologie. Aujourd'hui, le conseil départemental a organisé une journée d'échange sur cette thématique. De nombreux sujets ont été abordés comme la problématique de l'eau, des déchets ou encore de la lutte contre les pollutions. La population a été invitée à établir un dialogue avec les acteurs du secteur et les élus du conseil départemental. Le sentiment majoritaire qui en est ressorti est la frustration. En effet, la population semble en avoir assez de voir se multiplier colloques, conférences et autres journées d'échange sans avoir l'impression de réelles actions sur le terrain. Les sujets abordés étant connus de tous, nous avons fait le choix d'angler ce reportage sur cette impression de frustration subie par la population. Retour sur une journée d'échange quelque peu mouvementée dans ce reportage signé Manon Gasconi et Adèle Laurent. Je demande à tous les gens qui sont ici, quelle suite on donne à cette journée? Quelle suite on donne à cette journée? C'est-à-dire demain matin, qu'est-ce qui va se passer à Mayotte en termes d'environnement? Gestion des déchets, traitement des eaux usées, dégradation globale de l'environnement, les problématiques écologiques du territoire sont nombreuses et les projets sur ce thème également. Le conseil départemental, par la voix de Raïssa Andoum, a souhaité réunir aujourd'hui les acteurs institutionnels, les entreprises, mais également les Mahorais, pour faire un point sur ce sujet sensible. La démarche qui est la nôtre est d'associer toute la population de ce pays, de manière d'une part à la sensibiliser sur la nécessité de la préservation de l'environnement, mais aussi qu'elle prenne part, une part active à travers son comportement, à protéger, à sauvegarder cette nature et en même temps à la valoriser vis-à-vis du monde extérieur. Et la parole a donc été donnée à la population au cours d'échanges où tout un chacun pouvait poser ses questions. Mais ce matin, la question dominante concernait le futur. En effet, les projets se multiplient, mais beaucoup ont l'impression de ne pas les voir aboutir. On parle, mais le lendemain, il n'y a rien qui arrive. Donc nous maintenant, on demande à ce qu'il y ait des actions
concret et une échéance pour qu'on puisse à court terme, à moyen terme et à long terme faire un bilan pour ce qui a été fait, ce qui était prévu de faire. Donc du coup nous on demande à nos élus mais également à toute la population de demander à l'ensemble des responsables politiques et administratifs de mettre en place des échéances parce que parler des efforts à faire ou mettre en place un certain nombre de plans, c'est bien, mais il faut du concret sur le terrain. C'est ce qu'on demande. Une concrétisation des projets attendus. Pour Raïssa Andoum, le sentiment de frustration des Mahorais est notamment dû au manque de visibilité des actions. Il y a par exemple la voiture électrique, il y a la mise en place des ampoules LED, il y a des projets comme des projets de ruches bio. Donc ce sont des outils dont pour l'instant nous n'avons pas connaissance ou très peu connaissance qui aujourd'hui, nous l'espérons, seront mises en exergue pour que la population ait cette information qui est capitale pour la suite des engagements et des actions à mettre en place à Mayotte. Et pour la vice-présidente, la population est en droit de demander plus de concrétisation des projets. La demande légitime de la population de voir ce territoire aller vite, de voir ce territoire équipé de la même manière que dans les autres départements d'outre-mer, cette question-là, elle est légitime. Et j'encourage sincèrement les gens qui viennent et qui s'expriment librement parce que ce sont des suggestions, ce sont les retours, leurs frustrations qui vont faire que les politiques vont se sentir réellement concernés parce qu'ils auront connaissance de ce que vit réellement la population. Il ne reste donc plus qu'à forcer les décideurs à agir véritablement en faveur de la préservation de l'île au parfum. Vision d'horreur, non loin de la plage de Mbouanatsa, un marchand de sommeil condamné à Mzamboro, les élections des membres de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. Ces sujets font également partie de l'actualité de ce jeudi 13 octobre. Tout de suite, l'actualité en France. Il y a de cela un mois, l'association territoriale pour l'observation du littoral et du lagon, Atoll, dénonçait la constitution d'une décharge sauvage sur la plage de Mbouanatsa. Un fait récurrent à Mayotte, d'autant qu'il y a tout juste un an, cette même décharge avait fait des ravages et entraîné une mortalité du corail anormale durant le mois de novembre 2015. Force est de constater que depuis et malgré les multiples dénonciations, les choses n'évoluent pas. Pire, les décharges se multiplient aux quatre coins de l'île, aux grandes dames des associations de protection de l'environnement, qui ne peuvent que constater le manque de soutien des pouvoirs publics. En effet, la plupart de ces dépotoirs à ciel ouvert sont connus de tous, mais cela ne semble pas pour autant faire réagir les décideurs. Et alors qu'hier, Maïla du collectif de Mayotte a été placée en garde à vue, suite à des soupçons d'emploi de travailleurs illégaux, les autorités semblent bien décidées à faire la chasse aux nombreux marchands de sommeil de l'île. À ce titre, depuis août dernier, une enquête a permis d'attraper un propriétaire peu scrupuleux. Entre courant 2012 et le 16 septembre 2016, l'auteur a hébergé à titre onéreux et a fourni de la nourriture en échange de travail à une famille de nationalité comorienne composée de 2 adultes et 3 enfants. En outre, alors qu'il savait que cette famille était vulnérable et dépendante en raison de sa situation irrégulière, il l'a soumise à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. L'individu a été jugé et condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 € d'amende. Et tous les autres marchands de sommeil n'ont désormais qu'à bien se tenir. La Chambre de métier et de l'artisanat rappelle que demain, tous les chefs d'entreprise artisanales figurant sur la liste électorale arrêtée le 31 mai 2016 sont appelés à voter pour élire leurs représentants. Les élections se dérouleront à l'urne dans chaque commune. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h et chaque électeur pourra récupérer sa carte au siège du bureau de vote le jour même, sur présentation d'une pièce d'identité. La commune de vote est celle de l'adresse de l'entreprise figurant dans la liste électorale. Un vote qui risque d'ailleurs de faire du bruit. En effet, seule la liste de Salim Soumaïla a respecté toutes les règles en vigueur. Les 3 autres n'ont donc pas été validées par le préfet. Les grands gagnants sont donc connus avant même le scrutin, même si certaines listes comme celle présentée par la CGPME ont déjà annoncé que des recours en justice auront lieu dès le verdict rendu.
Et je vous le disais en titre, nous recevons ce soir l'association UDCSFM, association qui représente les parents d'élèves de Mayotte. Ils organisent une réunion samedi matin. Ce titre, nous recevons Henli et Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous allez organiser une réunion samedi matin dans l'hémicycle Younoussa Bamana pour que les parents d'élèves de Mayotte se rencontrent. Pourquoi une telle initiative ? Alors, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je tiens d'abord à faire un petit rappel parce que si on appelle l'ensemble des parents pour venir à cette réunion du 15 octobre, c'est parce qu'on a fait un constat. En 2015, il y a eu un rapport qui est sorti montrant que 3/4 des Mahorais sont sans diplôme. En 2015, il y a eu un constat qui fait qu'il manquait 379 salles de classe. Oui. Et quand M. Valls est arrivé en 2014, il a promis 100 millions d'euros d'ici 2025 pour la construction des établissements scolaires de premier degré. Donc, en 2015, lors de la journée de la défense et de la citoyenneté, il y a eu 50,9% des convoqués qui sont déclarés illettrés. D'accord. Donc, tous ces chiffres sont préoccupants et nous interpellent, nous, parents d'élèves. Aujourd'hui, quelles sont vos revendications ? Alors, les principales revendications sont celles-ci. Nous, on conteste la forme de la mise en place des rythmes scolaires à Mayotte. D'accord. Donc, il y a eu des combats dans les différents villages qui étaient individuels, mais maintenant, il y a l'association, la Confédération syndicale des familles. On a entendu parler de cette association, on s'est rapproché et on s'est rendu compte qu'on avait le même combat. Le même objectif. Pour le même objectif, on a uni les forces parce que c'est une association nationale. À Mayotte, il regroupe plusieurs communes, pour ne pas dire l'ensemble des communes. Donc, ensemble, on appelle les parents d'élèves de Mayotte. Ce n'est pas les parents d'élèves mahorais, hein. On appelle les parents d'élèves de Mayotte à venir le 15 octobre assister à cette réunion d'information parce qu'on a des actions qu'on doit mettre en place et toutes ces actions aboutiront si l'ensemble des parents viennent et parlons d'une seule et une voix. On lit beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs se créent. Là, une énième réunion pour se faire rencontrer les différents acteurs, les différents parents d'élèves. Qu'est-ce qu'il y a au bout ? Finalement, à quoi ça sert d'organiser autant de réunions et de créer autant de collectifs ? Bonsoir à tout le monde. Le problème en fait qu'il y a à Mayotte, c'est que là, en tout cas, ce qui nous concerne, nous, notre domaine, le combat sur l'éducation, c'est qu'on a l'impression que, c'est pas l'impression que chaque commune, chaque école agit dans son domaine. Et là, le but étant donc de commencer plutôt à se réunir les forces, réunir toutes les propositions qui peuvent émerger pour avancer de l'avant. L'éducation est l'une des priorités. Je pense qu'aujourd'hui, nos élus lâchent un petit peu ce bout-là. On a vu tout à l'heure ce qui s'est passé au niveau de l'environnement au conseil départemental. On aimerait bien voir la même chose au niveau du conseil départemental pour ces jeunes. Aujourd'hui, peut-être on ira sur ce point-là petit à petit, mais il faut absolument qu'on avance. Là, nous, on dit stop au rythme scolaire. Nous demandons la suspension de ces rythmes scolaires parce qu'ils sont néfastes à l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, on a 3 mairies Un arrêté a été publié à Boni. Il y a trois arrêtés. Enfin, il y a Sada, il y a la commune de Boni et la commune de Msangamouji. Ces arrêtés-là ne sont pas appliqués. La vice-rectrice ne veut pas entendre parler de ces arrêtés. C'était pour revenir aux horaires précédents. Aux heures précédentes, 7h midi, en attendant que les moyens soient loués pour qu'on puisse construire les réfectoires, pour qu'on vraiment préparer la mise en place des rythmes scolaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les enfants souffrent, les parents souffrent, les enseignants souffrent parce que quand il y a des blocages, quand il y a les enfants qui sont là l'après-midi en plein soleil, il n'y a rien dans ces écoles-là. Ils mangent à même par terre pour ceux qui ont des goûters, ce n'est même pas des repas. D'autres qui ont des pains pourris. En fait, tous ces problèmes, tout le monde le voit, le sent, le vit, mais il n'y a personne, on a l'impression que nos politiques nous lâchent là-dessus. Nous demandons juste l'application de l'article 72-2, paragraphe 4 de la Constitution et l'article 73 de la Constitution. C'est aussi simple que ça. Vous avez rencontré les autorités, le préfet,
journée des élus, vos maires. Alors, Qu'est-ce que ces rencontres, à quoi ces rencontres ont abouti? On a vu pratiquement tout le monde. On a vu la ministre de l'Éducation, son cabinet, l'année dernière. On a vu récemment le cabinet de la ministre de l'Outre-mer. On a écrit, on a vu le préfet, on a écrit, ça date depuis un petit moment. Là, en ce moment, on a envoyé donc depuis lundi dernier un courrier au maire demandant qu'il soit l'arbitre, le médiateur donc de tous ces conflits-là entre le vice-rectorat et les numériques qui ont délibéré pour que l'application des rythmes scolaires de l'article L531-2 soit appliquée les 7h midi en attendant que les choses se mettent en place. Aujourd'hui, c'est pas du tout bon. On espère en tout cas, parce qu'on a dit la même chose, on a répété la même chose à la ministre de l'Outre-mer, qu'on aimerait qu'il y ait un débat public avec les organisations concernées, à savoir la CAF, les parents d'élèves, les syndicats, enfin tout ce monde-là autour d'une table pour que vraiment on puisse avoir un débat sur l'éducation, en même temps qu'il y ait, comme on a vécu il y a 5 ans, 200 ou 4 ans, en tout cas des missionnaires venant d'ailleurs pour réévaluer, ou réévaluer le coût pour la mise en place des systèmes scolaires. Là, donc, le but de samedi étant déjà de se revoir, nous, en tant que parents et délégués, pour commencer à élaborer quelque chose et voir les élus, qu'est-ce qu'ils vont, parce que là, il y a des demandes aussi qui sont faites au niveau de l'association des maires. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu de retour. Le préfet n'a pas encore eu de retour. J'ai relancé la chargée de conseillère, en tout cas de la ministre de l'Éducation, de l'Outre-mer, en tout cas, hier. Elle nous a dit qu'elle voit avec la vice-rectrice qui est actuellement à Paris et que dès son retour, on ait ce débat-là. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est l'application. Et là, le but étant donc comme je vous l'ai dit, une première réunion avec les parents avant la rentrée. Oui. Après, voir éventuellement, on va peut-être réorganiser. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les actions que vous pourrez mettre en place en conclusion? Dès la rentrée, si tout se passe, si tout le monde est d'accord, il y a plusieurs actions. Est-ce qu'on va laisser les enfants à 7h midi parce que bon, ça c'est l'arrêté, ou bloquer les écoles? Il faut que le monde bouge, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas laisser les enfants partir comme ça pendant des années. Chaque année, on répète la même chose, mais on a l'impression que les articles qui sont dans la Constitution française ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, on voit que c'est vraiment le bordel dans ces rythmes scolaires. Des rythmes scolaires dans des rotations, alors qu'il y a une notion que... Henri Mohamed, merci beaucoup. Je rappelle que vous faites partie de l'association UDC-SF. Sans transition, maintenant, on termine cette édition avec un concours d'orthographe. Dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme, l'association Amaz a organisé samedi dernier la 2e édition du concours d'orthographe. L'événement s'est déroulé au plateau polyvalent de Mangajou et a réuni les classes de 6e des collèges faisant partie de l'intercommunalité Centre-Ouest, à savoir Sada, Chiconi et Tingoni. Le but de ce concours d'orthographe est bien sûr d'accroître le vocabulaire français des élèves de 6e, d'améliorer leurs compétences à l'écrit et d'approfondir leur compréhension des mots ainsi que leur origine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Bimonet. Surprendre. S-U-R-P-R-E-N-D-R-E. Surprendre. Ce jeune élève, comme tous ceux qui ont participé au concours d'orthographe de l'association Amaz, a surpris. En effet, pour cette 2e édition, le niveau des 6e des collèges de Sada, Chiconi et Tsingoni a rendu fier le président de l'association. Les élèves se sont donnés à fond, ils ont bien révisé, notamment le gagnant qui a éplé à la finale 8 mots sans faire de faute. Donc j'ai vu comme quoi ça les a motivés. Quand on a lancé le projet, j'ai vu que certains profs les aidaient en classe pour réviser les mots. Donc ça a donné le fruit le jour J. Parmi les nombreux spectateurs, le gagnant de l'année passée avait fait le déplacement. Il a ainsi pu encourager les participants et leur apporter quelques conseils pour remporter la victoire. Cette année, je les ai regardés, j'ai vu qu'ils étaient un peu stressés devant le jury. J'ai voulu les encourager, mais comme j'étais pas venue dès le début, j'ai pas pu parler au début. Et je les souhaitais bonne chance et bon courage. Du côté des gagnants de cette année, l'épreuve a été vécue de manière différente en fonction des caractères. Je me suis sentie bien, j'ai pas stressé. Et j'ai donné tout courage à tous les participants. J'étais stressée, j'avais un peu peur.
mais aller sur le podium, vu que c'était stressant, tu étais devant tout le monde à épeler les mots sur un micro. Au vu de la réussite de l'événement, le président envisage d'ores et déjà d'élargir le nombre d'établissements qui participeront à la 3e édition. Pour moi, c'est une belle réussite parce que je ne m'y attendais pas du tout à ce que ça soit un événement si énorme. Parce qu'on avait visé très bas et on a vu que ça a été un événement qui a été suivi par plein de monde, un public qui était venu en masse. Donc pour moi, ça a été une réussite. L'année prochaine, je pense à intégrer aussi certains collèges, notamment le collège de Mtsangamouji, Ouangani, le collège de Dembeni, Bandele et Timkoura. En plus des 3 autres, Sada, Chikoni et Tsingoni. Les ambitions sont à la hauteur de la réussite pour un événement qui prouve que tous les enfants ne détestent pas l'orthographe, surtout lorsque son apprentissage se transforme en jeu populaire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à regarder en rediffusion à partir de 21h sur KTV. Prochain point avec l'information demain à 5h30 avec le journal de Pierre Birlucci. Et retrouvez à 6h toute l'équipe de la matinale. Sidi Mohamed, vice-président au conseil départemental en charge des affaires européennes, sera l'invité à 7h et à 8h Zoom sur la journée de la sécurité intérieure avec Nicolas Chapelle et Angelani Hassani. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, même heure, même chaîne. Merci à nos invités qui ont souhaité rester jusqu'à la fin de cette édition. Belle soirée à vous, Kwaheri.